Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où évidemment on va parler de la situation à Rafah en Palestine, on va parler de la répression et de la censure que ne cesse d'exercer le gouvernement macroniste sur toutes les voix qui s'élèvent évidemment pour la paix et contre le gouvernement. On va parler de l'enjeu numéro 1 du 21e siècle, c'est-à-dire la question de l'eau. On va reparler du logement et de la campagne européenne puisqu'il reste moins d'un mois avant le 9 juin. Générique. Alors pour commencer, évidemment, je veux commencer par la situation qui a cours à Rafah, puisque vous savez, donc depuis 7 mois, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou a demandé à l'ensemble des Palestiniens d'aller vers le sud en bombardant méthodiquement. Et, nous avons accueilli jeudi dernier à l'aéroport un médecin qui revenait de Gaza, un médecin qui est allé à Gaza aider les Palestiniens avec l'association Palmed et qui me montrait des vidéos pendant 5 minutes, 6 minutes de destruction systématique de bâtiments. C'est-à-dire qu'il roule sur une route sur laquelle tout autour est détruit et il n'y a plus aucune vie, c'est-à-dire des lieux qui sont devenus inhabitables. Eh bien, après avoir demandé à tout le monde d'aller vers le sud où ils sont coincés, se trouvent maintenant entre 1,2 et 1,4 million de Palestiniens coincés à Rafah, sans nul autre endroit où aller, sans eau, sans électricité, sans nourriture, sans médicaments, dans une situation humanitaire absolument impossible. Et l'offensive à Rafah a commencé puisque dès lundi, des bombardements ont eu lieu et que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou a envoyé des tanks qui sont allés et des chars qui sont rentrés à Rafah et qui ont notamment coupé, c'est ça qu'il est très important de comprendre, qui ont notamment coupé l'approvisionnement et la possibilité d'avoir de l'aide humanitaire qui arrive par la porte de Rafah pour venir en aide aux Palestiniennes et aux Palestiniens. Au point que dans les hôpitaux, on nous explique qu'aujourd'hui, ce sont les données des associations, qu'il n'y aurait plus que 2 à 3 jours de carburant disponible, c'est-à-dire un effondrement sur une société qui est déjà complètement à terre avec les 7 mois de bombardements intensifs et de famine utilisée comme arme de guerre que fait Netanyahou sur eux. Dans ce que nous expliquait le médecin que nous avons accueilli jeudi à l'aéroport, il disait que lui faisait de l'humanitaire et allait sur des opérations de guerre depuis 25 ans. Et qu'en 25 ans, il n'avait jamais vu ce qu'il avait vu à Gaza. Il connaît très bien Gaza puisqu'il s'y est rendu à plusieurs reprises, qu'il y va depuis 2009, qu'il y a des amis, qu'il échange régulièrement avec des gens. Et il disait, je n'ai jamais vu nulle part ailleurs dans ce monde un endroit où vous avez des bombardements aussi intensifs, un blocus total de tout et une famine utilisée comme arme de guerre avec des gens qui n'ont nulle autre possibilité de fuir et qui se trouvent sur un tout petit territoire où ils n'ont d'autre choix que d'essayer de bouger à chaque endroit. On nous parlait par exemple d'une famille qui en était à son 9e, je n'ose pas dire déménagement, changement de lieu avec une tente dans des moyens de fortune pour essayer juste de survivre. Donc vraiment une situation qui avait été évoquée par tout le monde, que ce soit le Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU et même les États-Unis comme étant une ligne rouge à ne pas franchir, sachant que vous avez probablement vu, mais qu'on a retrouvé de nouveau près de l'hôpital Al-Shifa un nouveau charnier avec 60 corps et qui va avec les autres charniers qui ont été découverts, où là aussi le médecin m'a montré des images qui étaient extrêmement choquantes, où on trouve des corps mutilés, des corps qui ont été visiblement torturés, des corps avec encore des cordes aux mains, donc avec parfois des balles sur la nuque, parfois des balles dans la tête, bref, des situations monstrueuses qu'on retrouve dans ces charniers qu'on retrouve puisqu'on a fait plusieurs découvertes à Gaza. Dans cette situation-là, même les États-Unis ont réagi. Alors, ils ont réagi d'abord en suspendant une livraison d'armes à Israël de 3500 bombes et ils annoncent que si Netanyahou continue de vouloir mener l'offensive à Gaza, alors ils suspendront et ils arrêteront la livraison d'armes à l'État d'Israël. Bon, évidemment, ça ne concerne que les livraisons futures. On sait que les livraisons passées pourront continuer d'être envoyées, qui ont déjà été approuvées. Il n'empêche que même les États-Unis haussent le ton. Et que fait la France pendant ce temps-là? Eh bien, la France fait non seulement, dans la cérémonie des Molières, Madame Sophia Aram, qui, sous un tonnerre d'applaudissements, explique que
qu'on ne peut pas demander le cessez-le-feu sans demander la libération des otages. Mais Madame Aram, tout le monde demande la libération des otages. Et je vais vous dire, le cessez-le-feu permet la libération et la survie des otages. Et d'ailleurs, c'est même les familles des otages qui demandent à ce qu'il y ait ce cessez-le-feu et cette trêve pour faire en sorte que les leurs puissent survivre à cette prise d'otages qui n'a que trop duré, comme le calvaire des Palestiniens n'a que trop duré. Donc, Madame Sophia Aram, qui ensuite va sur des plateaux expliquer qu'il ne faudrait pas utiliser le mot de génocide, que c'est une folie, que les étudiants de Sciences Po sont inouïs d'utiliser le terme de génocide et qu'il ferait bien de réfléchir. Eh bien, je vous invite à lire le très bon thread de Ludivine Bantini. Ludivine Bantini est une historienne française qui a fait tout un texte sur Twitter qui liste le nombre d'historiens, de juristes, de spécialistes de génocide qui ont expliqué que ce qui se passait à Gaza était un génocide en cours. Je vous en liste quelques-uns, ça lui permettra peut-être de comprendre ce qui se passe. Dès la mi-octobre, l'historien israélien Raz Segal, spécialiste reconnu de l'histoire des génocides, qualifiait déjà la situation à Gaza de, je cite, « cas d'école de génocide ». 7 mois après, la situation est encore plus abominable. Ensuite, un des spécialistes de l'histoire de la Shoah, Amos Goldberg, professeur à l'Université de Jérusalem, qui dit que la situation à Gaza mène sans aucun doute possible à un génocide. Puis ensuite, vous avez le 17 octobre, nous sommes toujours proches du 7 octobre, 800 universitaires spécialistes de droit international et des études de génocide qui signent une déclaration publique alertant sur la possibilité d'un génocide à Gaza. Et nous n'étions que le 17 octobre. Depuis, la situation s'est aggravée et ce qui se passe aujourd'hui à Rafah fait craindre un bain de sang à toutes celles et ceux qui ont gardé un sens commun et une humanité commune. J'espère que, eh bien, Madame Aram ne dirait pas à ces gens qu'ils sont fous ou que c'est n'importe quoi, puisque je vous parle là d'historiens, de spécialistes de génocide ou encore d'avocats qui savent ce dont ils parlent. Donc vous avez non seulement ce tonnerre d'applaudissements pour Sophia Aram à la cérémonie des Molières, mais vous aviez aussi, au même moment où Rafah a été bombardée pour la première fois, avec cette image absolument horrible que tout le monde a dû voir de ces 2 enfants que l'on voit écrasés, qui est une image qui devrait foudroyer l'humanité commune de tout le monde, eh bien le dîner du CRIF où le président du CRIF s'est permis de dire que l'accusation de génocide ne visait pas à protéger les Palestiniens, mais tenez-vous bien, mais ressemblait à un cri de ralliement pour stigmatiser les Juifs. Eh bien non, monsieur, nous faisons une différence entre nos concitoyens de confession juive et la folie meurtrière de Netanyahou, et ça n'a rien à voir. Et c'est vous qui enfermez les gens dans des cases. Nous sommes des humanistes et nous refusons de trier les gens selon leur religion, leur couleur de peau, leur genre ou leur orientation sexuelle. Et enfin, pire que tout, monsieur Attal, Premier ministre de la France, qui, devant le dîner du CRIF, au même moment où Rafah est bombardée, qui explique, je cite là aussi, les leçons de morale de certains bien au chaud qui expliquent à la société israélienne qu'ils surréagissent, ça suffit, etc., en pointant de nouveau la France insoumise avec ses sous-entendus indignes qui ne visent qu'à agiter les peurs, je continue, et à agiter les haines, je continue de citer le Premier ministre. Ces propos sont intolérables, ils sont irresponsables, parce que là où la France devrait mettre une voix forte, c'est justement sur le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou pour leur dire d'arrêter immédiatement le carnage qui est en cours, le génocide qui est en cours et le franchissement de seuil qu'ils font en menaçant Rafah et les plus d'1 million de Palestiniens qui y sont coincés sans aucune solution. Et monsieur Attal, plutôt que de distribuer des bons et des mauvais points, non, ce n'est pas faire des leçons de morale que de dénoncer un génocide. Ça devrait être notre devoir à toutes et à tous, et y compris à vous, monsieur le Premier ministre, puisque, je le rappelle, la France est signataire de la Convention de Genève qui oblige les États signataires à prévenir les génocides. Et donc, il est de notre obligation morale, mais aussi de notre obligation en droit international de prévenir des génocides. Et la première chose que devrait faire la France, c'est justement de faire comme l'a fait le Canada, mais aussi l'Espagne, de décréter un embargo sur les armes en direction du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Et il se trouve que non seulement la France ne le fait pas, non seulement les munitions qui ont été livrées en grand secret pour les fusils mitrailleurs sont les mêmes que l'on retrouve sur les victimes du massacre de la famine, mais en plus de ça, le 5 avril, il se trouve que la France, lors d'une résolution des Nations Unies, justement pour l'embargo sur les armes, eh bien, s'est abstenue. Voilà ce que fait la France, c'est-à-dire strictement rien, même moins que les États-Unis, qui pourtant sont les alliés inconditionnels d'Israël et qui mènent avec eux cette guerre et ce génocide. Eh bien,
bien non, Monsieur le Premier ministre, nous n'accepterons jamais que vous rendiez la France complice d'un génocide. Et donc, continue partout des mobilisations. Et je veux vous le dire à chacun et à chacune, que vous vous rendiez ou non dans les mobilisations, ne croyez pas que cela est vain. Parce que la première chose que m'a dit le médecin que j'ai accueilli à l'aéroport ce jeudi, c'est les Palestiniens vous regardent. Ils regardent chacune des manifestations qui sont faites pour eux. Ils regardent chacune des déclarations qui est faite justement pour défendre leur droit à la dignité et à la paix, et ils vous en remercient. Donc, continuons de nous mobiliser le plus possible, et nous voyons bien que la mobilisation prend une forme nouvelle grâce à la jeunesse. Nous avions déjà parlé la semaine dernière des universités qui, partout dans le monde, continuaient de se soulever contre le génocide en cours, et c'est bien normal puisqu'on ne peut pas d'un côté apprendre à une jeunesse ce qu'est à la fois le droit international, le respect des droits humains, et leur dire ensuite non, non, vous inquiétez pas sur le génocide que commet Netanyahou en ce moment, fermez les yeux, ne dites rien, ne faites rien. Eh bien, je le dis, je suis fière de cette jeunesse qui partout dans le monde se lève contre ce génocide en cours et qui dénonce l'extrême droite et ce qu'elle fait actuellement sur le peuple palestinien. En plus des universités, depuis lundi, ce sont les lycées aussi qui s'y sont mis et qui sont rentrés dans le mouvement, ce qui est là aussi une excellente nouvelle. Alors, comme d'habitude, et ça va venir à mon second point, quelle a été la réaction du pouvoir? Comme d'habitude, la répression. Et notamment, nous avons vu la répression extrêmement forte qui s'est abattue, alors un peu partout dans le monde, on le voit aux Pays-Bas et autres, mais en France, notamment sur les étudiants de la Sorbonne, avec 88 étudiants au moins qui se sont retrouvés en garde à vue pour avoir juste dénoncé un génocide en cours et dit qu'ils ne voulaient pas rester inactifs face à ce qu'il se passait. Ces étudiants sont l'honneur de notre pays. Et je le dis, soutenir la Palestine n'est pas un crime. Soutenir la Palestine est même l'honneur de ce que nous devrions faire toutes et tous. Et je le dis très sérieusement au gouvernement, plus vous continuerez à nous taper dessus, plus nous sortirons en nombre de l'ombre. Et nous le voyons dans toutes nos réunions publiques, nous le voyons dans les rassemblements organisés spontanément sur la Palestine, sur lesquels nous nous retrouvons à chaque fois avec des milliers de personnes. Et la répression qui s'abat sur toutes les voix qui s'élèvent pour la paix et contre les génocides a touché encore à un nouveau seuil cette semaine avec la suspension et la mise à pied de Guillaume Meurice du service public de France Inter. Il faut bien comprendre que, alors, Guillaume Meurice est mis à pied parce qu'il a fait une blague sur un gouvernement d'extrême droite, un dirigeant d'extrême droite israélien. Il y a eu une plainte. Cette plainte est allée devant la justice. La justice a relaxé Guillaume Meurice, estimant que c'était son droit, sa liberté d'expression, et donc il n'avait pas à être condamné pour la blague qu'il avait faite dans cette chronique. Donc, la justice le relaxe, mais la direction de France Inter décide de le mettre à pied et de le convoquer pour sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. La satire existe depuis 2500 ans dans notre pays. Et jamais, aucun pouvoir démocratique n'a interdit à des gens, à des humoristes encore plus, de pouvoir se moquer du pouvoir. Puisque, justement, c'est le fait de pouvoir se moquer des puissants qui contribue, là aussi, à la liberté d'expression et donc à une expression démocratique. Il est incroyable de voir, c'est Jamil Le Schlag qui, dans une chronique que je vous invite à regarder, qui d'ailleurs a eu un courage incroyable, puisque non seulement il a fait sa chronique de soutien à Guillaume Meurice, mais il a, dans sa chronique, démissionné en direct de France Inter en solidarité avec Guillaume Meurice. Jamil Le Schlag pointe quelque chose qui est très intéressant. Il dit « Rendez-vous compte dans quel pays nous sommes. Nous sommes dans un pays dans lequel la direction de France Inter met à pied, donc le service public met à pied un humoriste pour une blague pour lequel il a été relaxé par la justice, mais des chaînes privées détenues par Bolloré, d'extrême droite, eux soutiennent des gens comme Éric Zemmour, pourtant condamnés et multi-condamnés à de multiples reprises pour appel à la reine, et eux continuent de le soutenir. Dans quel pays est-on pour que les choses tournent à ce point à l'envers? Eh bien, je le dis, je soutiens la direction de France Inter qui va se mettre en grève ce dimanche et qui se met en grève pour dire que nous n'acceptons pas les atteintes à la liberté d'expression qui sont faites directement par le gouvernement macroniste. Et je le dis, Emmanuel Macron restera dans l'histoire comme le président le plus autoritaire de toute la Ve République. Et je suis très inquiet de la pente et de la dérive qu'ils prennent. Et en plus de redire notre solidarité à Guillaume Meurice,
je dois dire que je crois que là, ils vont trop loin dans ce qu'ils sont en train de faire et qu'il faut impérativement réagir et les faire reculer parce qu'il n'est pas question qu'en France, on attaque à ce point-là la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Donc oui, je le dis, il faut une mobilisation populaire très forte contre l'ensemble des atteintes à la liberté d'expression et aux tentatives de faire taire les voix pour la Palestine, pour la paix ou juste des voix pour exercer le droit à la satire. Et puis, alors, ce n'est pas seulement sur les voix sur la paix que l'on voit un autoritarisme qui se développe, puisque nous avions eu un épisode assez intéressant cette semaine à l'Assemblée nationale. Vous savez, chaque année, le groupe parlementaire a un droit de tirage, c'est-à-dire qu'on peut choisir une commission d'enquête où les gens viennent, doivent prêter serment et s'ils disent des mensonges peuvent être ensuite traînés en justice. Donc c'est quelque chose de très important et où tous les gens convoqués sont obligés de se rendre sous peine là aussi de convocation devant la justice et de poursuite pénale. Donc une commission d'enquête a un rôle très important. On peut même aller chercher des documents dans des ministères, etc. Nous, cette année, c'est Aurélien Saint-Toul qui mène pour nous la commission d'enquête du droit de tirage de la France Insoumise NUPES. C'est un droit de tirage qui vérifie, puisque bientôt les canaux télévision vont être redistribués, qui vérifie que les différentes chaînes sont bien conformes au cahier des charges de l'Arcom sur ce que les chaînes doivent respecter, et notamment une des chaînes que vous connaissez bien, dont je viens juste de parler, c'est-à-dire par exemple CNews. La commission d'enquête, elle fait un travail pendant 6 mois et à la fin, elle rend des conclusions, donc des recommandations. Il se trouve que mardi, c'était le moment où les députés doivent se réunir à huis clos et voter le rapport. Ça ne veut pas dire que les députés sont d'accord avec les recommandations, ni ne sont d'accord avec l'ensemble des recommandations, mais le vote sur le rapport permet la publication du rapport au grand nombre, au public, et que tout le monde puisse avoir accès aux travaux qui ont été menés. Eh bien là, quelle n'a pas été la surprise de voir les macronistes qui expliquent à la presse comme ça que si sur les 47 recommandations qu'il y avait, donc ce que recommande le rapport suite aux travaux réalisés, eh bien si 19 recommandations n'étaient pas enlevées, alors les macronistes votaient contre le rapport et donc empêchaient sa publication. Il faut comprendre à quel point c'est grave. Ça n'est arrivé qu'une seule fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'un rapport soit empêché de publication. Donc, ça voudrait dire un précédent très grave où dès que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, eh bien, vous empêchez tout simplement que ces travaux puissent aboutir et donc être discutés, être utilisés politiquement. Et donc, ils ont essayé de faire du chantage. Alors, au cours des heures, comme ça commençait à vraiment à prendre de l'ampleur, ils ont dit, bon, finalement, ça ne sera pas 19, mais peut-être 9 recommandations qu'il faut enlever. Ça, c'était 2 heures avant le vote du rapport de la commission d'enquête. Bon, bah nous ne cédons pas au chantage. Donc, nous avons dit non. Et nous avons gagné puisque les macronistes ont été obligés de céder et donc ce rapport a été voté et donc il est publié. Mais je me demande bien quels intérêts ils essayaient de protéger en essayant de faire en sorte que ce rapport ne sorte pas alors qu'il y a des éléments, par exemple à charge contre CNews et contre Bolloré qui peut-être, ils espéraient, n'arriveraient pas au grand public. En tout cas, suivez avec attention parce que nous continuerons autour de cette question, autour des recommandations notamment de cette commission d'enquête. Donc ça, c'est les tentatives, bon, vous savez comment ils font, alors d'autoritarisme, on piétine le Parlement. Et alors, il y a eu une chose intéressante aussi, pour terminer sur la question de la Palestine, au Parlement, qui était une demande, là aussi, de la France Insoumise, qui était une demande que moi j'avais faite au nom du groupe parlementaire, c'est qu'on auditionne le groupe d'experts indépendants qui devait travailler sur l'UNRWA. Vous savez, l'UNRWA, c'est cette agence pour les réfugiés palestiniens de l'ONU, qui a été mise en cause par Israël sur le fait que 12 de ses agents auraient participé aux crimes de guerre du Hamas le 7 octobre, etc., qui sont des faits qui ont été jetés comme ça, des allégations, bon, dont le timing n'est pas tout à fait innocent, puisque le timing, c'était exactement le moment où la Cour internationale de justice rendait ses conclusions en disant le 26 janvier, il y a un risque génocidaire à Gaza et donner des mesures conservatoires à l'encontre d'Israël que Israël n'a absolument pas respectées depuis. Donc, suite à ça, il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a des enquêtes qui ont été menées et puis une mission d'experts indépendants qui était présidée par Mme Colonna, donc ancienne ministre des Affaires étrangères macroniste, donc là au nom de l'ONU, avec d'autres experts de différents pays pour regarder de la manière dont fonctionnait l'UNRWA. Dans les choses intéressantes, la première, c'est qu'il n'y a aucune preuve formelle qui a été apportée par Israël sur l'implication des membres, des agents de l'UNRWA au crime de guerre du 7 octobre du Hamas. Et une seule enquête a abouti, les autres sont en cours, mais une seule enquête a abouti et elle a blanchi l'agent en question.
Elle a blanchi l'agent en question, c'est-à-dire qu'il est innocent. Les autres sont encore en cours. Mais encore plus intéressant, il a été dit dans ce rapport par donc, le groupe d'experts indépendants présidé par Mme Colonna que l'action de l'UNRWA était indispensable et irremplaçable. Et il faut se rendre compte que ce n'est pas seulement ceux qui travaillent à Gaza pour l'accès à l'éducation, pour l'accès à de l'aide humanitaire, pour, bon, bref, de l'administration, etc., mais qu'ils aident 6 millions de Palestiniens, et c'est dans l'ensemble de la région, puisqu'ils s'occupent aussi de ceux qui sont dans les camps de réfugiés, que ce soit au Liban, en Jordanie, en Syrie, et évidemment à Gaza, donc 6 millions de personnes qui dépendent pour leur survie, je cite là aussi le rapport, de l'action de l'UNRWA. Donc ça aussi, je crois que c'était important cette semaine à l'Assemblée de pointer que les allégations qui ont été faites par Israël n'ont absolument pas été suivies d'effets de preuve, en tout cas. Et je ne vous raconte pas dans quel état était Meir Habib d'entendre ça, parce qu'il était absolument furieux. Il a accusé Mme Colonna de blanchir l'UNRWA et elle lui a répondu « les allégations sont des allégations, les faits sont des faits, moi je vous parle des faits ». Ensuite, je veux aller sur un sujet qu'il ne faut pas oublier, y compris dans le moment international très grave que nous vivons, qui est l'enjeu numéro 1 du 21e siècle, sur lequel, je le rappelle, Jean-Luc Mélenchon en a fait le fil rouge de sa campagne de la présidentielle de 2022, qui est la question de l'eau, sur lequel moi-même j'ai beaucoup travaillé. Je voudrais commencer par dire qu'il ne faut pas oublier ce qui est en cours avec le dérèglement climatique et la crise écologique. Et peut-être avez-vous vu, mais à Jakarta, il y a des immenses inondations actuellement, mais aussi au Kenya, au point que au Kenya, l'inondation avec les eaux stagnantes a fait reprendre le choléra et des risques là aussi sur la question du paludisme, donc des questions de santé publique qui sont très importantes et qui inquiètent beaucoup les autorités. Mais ce n'est pas qu'au Kenya qu'il y a des problèmes autour du choléra. Le choléra est revenu dans notre pays et il est revenu à Mayotte. Je vous avais alerté dessus en vous disant qu'en une semaine, le nombre de cas avait doublé et qu'il y avait un risque qu'on ne puisse absolument plus contrôler la situation pour deux raisons. La première, c'est l'état des hôpitaux et du système de santé qui est en effondrement total. Et la deuxième, sur laquelle nous avons beaucoup dénoncé ce qui se passait et fait à plusieurs reprises des propositions d'amendements à l'Assemblée qui ont toujours été refusées par les macronistes, c'est la question du système de l'eau, du manque d'eau à Mayotte, et notamment avec des eaux usées et des eaux de boisson qui sont maltraitées. C'est aussi comme ça que le choléra se propage. À Mayotte, un enfant de 3 ans est mort du choléra. Je répète, en France, en 2024, un enfant de 3 ans est mort du choléra. C'est une colère immense d'apprendre ça, parce que cet enfant de 3 ans n'aurait jamais dû mourir du choléra si la France avait fait en sorte, le gouvernement avait fait en sorte qu'il y ait véritablement de l'argent pour le système de santé, et de même que s'ils avaient fait des choses sur l'eau, alors que nous alertons depuis au moins 3 ans sur le sujet de l'eau à Mayotte. Et je me rappelle très bien, j'avais même présenté des amendements qui d'ailleurs avaient été soutenus par le député de Mayotte, Kamardine, qui est pourtant dans le groupe Les Républicains, qui à l'époque disait « Moi, vous savez, quand je suis à Mayotte, je me douche un jour sur 2 » et qui, au début de la mandature, de cette mandature-là, disait « Je soutiens toujours les amendements de Mme Panot parce qu'avant, je disais que je me douchais un jour sur 2. Aujourd'hui, c'est un jour sur 3. » Voilà à quoi ça mène de ne pas respecter un droit fondamental humain reconnu par l'ONU depuis 2010, qui est le droit à l'eau et le droit à l'assainissement, et qui est bafoué à Mayotte, comme en Guadeloupe et comme à d'autres endroits, mais qui mène là à des catastrophes sanitaires qui sont impossibles à croire dans un pays aussi riche que le nôtre. Donc maintenant, il faut mettre l'argent sur la table. Et plutôt que de faire des opérations Wambushu pour déloger des gens à tout va et faire croire qu'on fait quelque chose alors que ça ne change rien, eh bien, il faut mettre l'argent sur la table à la fois pour l'eau et pour la santé. Et donc, en parlant de l'eau, je voudrais vous alerter sur ce qui est en train de se passer dans le Puy-de-Dôme. Alors, dans le Puy-de-Dôme, c'est un endroit où moi j'ai beaucoup travaillé puisqu'il y a Volvic. À Volvic, vous avez d'ores et déjà Danone qui pompe dans les nappes phréatiques au point que, par exemple, une des plus vieilles piscicultures d'Europe, qui date du XVIIe siècle, a été complètement asséchée, que les cours d'eau connaissent des assecs, donc sont en état de sécheresse à des moments où ils ne devraient pas être en état de sécheresse, jusqu'à dans les hauteurs de Volvic, des gens qui avaient des permis de construire, qui ont vu leur permis de construire suspendu alors qu'ils avaient prévu de déménager, etc. Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas assez d'eau pour les habitants et qu'on préfère laisser à la fois Danone pomper autant qu'ils le veulent,
et une multinationale de l'agroalimentaire qui s'appelle Limagrain, qui fait du maïs principalement destiné à l'export et qui elle aussi pompe énormément dans la nappe phréatique au point d'assécher à la fois les écosystèmes et ce qui sert à vivre pour les êtres humains. Donc on dénonçait déjà cette situation. Mais là, que se passe-t-il? Eh bien, notamment sous pression de Limagrain, ils veulent construire 2 giga-mégabassines. Je dis giga-mégabassines parce que ce seraient les 2 plus grandes de France. C'est complètement irresponsable. Vous avez déjà vu la bataille qui se mène dans les Deux-Sèvres sur la question des méga-bassines qui avait mené à Sainte-Soline à une répression féroce sur les 30 000 manifestants qui demandaient un partage de l'eau puisque non seulement les bassines elles aussi pompent dans les nappes phréatiques qui sont déjà à un bas niveau notamment à cause de Danone, mais en plus de ça, elles ne concernent qu'une petite minorité d'agriculteurs qui bien souvent destinent tout cela à l'export, donc ce n'est même pas pour nourrir le territoire. En plus de ça, l'eau s'évapore, enfin bon bref, ça n'a aucun sens si ce n'est que c'est une solution court-termiste, notamment pour les maïsiculteurs, ceux qui cultivent du maïs. Au point que la plus grande, qui a pour projet d'être construite dans le Puy-de-Dôme, ferait 500 piscines olympiques, l'équivalent de 500 piscines olympiques. Je ne sais pas si vous imaginez l'énorme projet que ça serait. Je rappelle que le meilleur stockage pour l'eau, c'est dans le sol, et c'est de faire en sorte que l'eau puisse vraiment aller dans le sol et notamment rejoindre la nappe phréatique. Donc ce week-end, nous serons samedi avec Marianne Maximi et Clémence Guettet pour s'opposer à ce projet de méga bassine et dire que nous voulons un partage de l'eau et qu'il est hors de question d'avoir des voleurs d'eau, qu'ils s'appellent Danone pour faire de l'eau en bouteille ou qu'ils s'appellent Limagrain pour envoyer l'eau à l'étranger avec du maïs qui ne sert pas à la souveraineté alimentaire du pays. Donc nous allons nous battre et nous avons gagné déjà plusieurs batailles puisque la justice administrative a déjà annulé 15 projets de méga bassines. Il faut les annuler toutes parce que c'est une solution du passé qui n'est pas à la hauteur à la fois du dérèglement climatique, du problème de la qualité de l'eau et de la quantité de l'eau, notamment avec les sécheresses. Donc il faut impérativement refuser ces projets d'un autre temps et c'est pour ça que nous manifesterons samedi dans le Puy-de-Dôme. Et donc j'en viens à la note positive de cette semaine qui est la question de la campagne aux élections européennes puisque donc le 9 juin, avec le bulletin de vote Manon Aubry, on vote pour dégager Macron et son monde puisque l'après-Macron commence. Et il se trouve que nous avons eu en plus des réunions publiques qui sont bondées un peu partout, des opérations géantes de porte-à-porte où se trouvent partout des militants pour aller convaincre autour de l'enjeu du 9 juin. Eh bien, il se trouve que nous avons non pas les chiffres au niveau national, mais quelques chiffres qui apparaissent soit dans des articles de presse, soit parfois qui nous sont retournés par des fonctionnaires, qui nous disent qu'il y a une augmentation du nombre de gens qui se sont inscrits sur les listes électorales, comme jamais vu pour les élections européennes, et parfois même qui approche ce qui s'est passé dans des élections présidentielles. Eh bien ça, c'est directement notre travail qui, porte après porte, alors que l'État refuse depuis 2016 de faire des campagnes d'inscription sur les listes électorales, qui, porte après porte, avons été convaincre et inscrire des gens sur les listes électorales. Et c'est l'honneur de notre mouvement que de refuser des élections sans le peuple, de même que c'est l'honneur de notre mouvement de continuer à faire campagne partout en disant que oui, le 9 juin, votre voix vaut exactement la même chose qu'un milliardaire, qu'un pollueur, qu'un raciste. Et donc, c'est le moment où on peut, par les urnes, faire une révolution citoyenne dont nous avons tant besoin. Ça commence le 9 juin. Le bulletin Manon Aubry, la liste de l'Union populaire. Courage les amis, le printemps est revenu.